époque où les fruits de la science menacent de mettre fin à toute vie humaine, où le capitalisme moribond semble capable de tout emporter avec lui, nous nous trouvons plus à même de vouloir découvrir les origines ultimes de ce cauchemar. I think that's part of it too. I mean, if they really understood what was happening in Ireland, they would get themselves sorted out and stand on the right side here, because we identify very closely in our struggle for equality and our struggle against oppression. In fact, the whole inspiration of our civil rights movement 10 years ago came from the black movement of America. And it looks to us from where we stand at home that our people are being oppressed with the active assistance of our people. We find that very sad. But this is where, power comes into it. I mean, upper class men oppress both men and they oppress women. Every man oppresses women. I mean, they have the chance to oppress the women they marry, their daughters. Looking kind of beyond that, then it would suggest that you would want a complete change in society. Definitely. Class change. Definitely. Si résister à la culture dominante est la dernière chance de nous sauver, alors nous avons besoin d'une culture de résistance. Bonjour, bienvenue sur le podcast Floraison. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Cazot, auteur et traducteur pour le site Le Partage, consacré à l'écologie, l'activisme, l'histoire et la civilisation industrielle. Le Partage est un site qui nous inspire beaucoup chez Floraison. Nicolas, merci d'avoir accepté cet entretien. Bonjour à toi. Bonjour et de rien. C'est moi qui suis content d'être. Ça me fait plaisir de participer. Pour faire un peu connaissance avec toi, est-ce que tu pourrais commencer par décrire ton parcours personnel ? Comment tu en es venu à écrire pour ce site, à traduire pour Le Partage et pour ailleurs ? Donc en gros je vais raconter l'histoire de ma politisation parce que je pense que ça se résume un peu à ça. J'étais à la base, moi je viens de milieu de gauche assez classique, de gauche assez conventionnelle, et à l'université à partir du lycée j'ai eu des camarades qui eux étaient déjà inscrits dans une mouvance militante anarchiste. Et ils m'ont du coup eux-mêmes initié à l'anarchisme. Ça m'a intéressé. Du coup, au lycée, au début de l'université, j'ai lu mes classiques anarchistes. J'ai lu Kropotkin, j'ai lu Bakounine. J'ai découvert l'essentiel de la théorie anarchiste. Pareil, l'anarchisme classique. Parce que peut-être qu'on y reviendra, mais il y a différents courants dans l'anarchisme. Mais on va dire, pour faire simple, que donc j'ai découvert l'anarchisme, j'ai découvert justement parmi ces figures anarchistes assez classiques, outre les anciennes comme Bakounine ou Kropotkin, on cite aujourd'hui parfois, on considère que par exemple quelqu'un comme Noam Chomsky aux États-Unis est anarchiste. Et en fait, du coup, ça m'a amené aussi à la critique du monde des médias en général, les médias de masse, leur fonctionnement, on peut citer le livre de Chomsky et Herman, La fabrication du consentement, qui est avec d'autres auteurs comme John Pilger, j'ai découvert aussi cette sphère qui n'est pas qu'anarchiste, mais qui est composée majoritairement de gens de gauche, qui porte une critique du monde des médias, de leur fonctionnement, le fonctionnement des médias de masse dans la société de masse, dans nos sociétés développées, industrielles. Et du coup, c'est ça qui m'a amené en fait au site Le Partage, parce que du coup, quand on l'a commencé il y a 4-5 ans, c'était plutôt dans une optique d'avoir un média, de proposer un média, du coup des informations qui diffèrent de celles finalement assez calibrées, assez standards que tous les médias de masse diffusent. Ils ont tendance à diffuser à peu près les mêmes informations. C'est une grande chambre d'écho. On y entend toujours les mêmes choses, on voit toujours les mêmes personnes, que ce soit des personnes de droite ou de gauche. La gauche a ses stars, la droite a ses stars, etc. Que ce soit Zemmour ou Bernard Stiegler, même s'il est mort récemment. Tu veux dire qu'on n'entendra pas de révolutionnaires sur les médias de masse ? Voilà, par exemple, on n'entendra pas de révolutionnaires, on n'entend jamais. Par principe, en fait, si, on pourrait une fois ou deux, mais en fait, les médias de masse peuvent se tromper, c'est déjà arrivé, ça a été mis en avant.
qu'ils invitent quelqu'un qui en fait s'avère plus radical que ce qu'ils pensaient, et du coup après c'est la panique, cette personne ne sera plus jamais réinvitée, et voilà. Mais donc ouais, non, dans l'ensemble, effectivement, on entendra, les médias de masse sont je pense que c'est assez clair, comme ceux que ça intéresse, ceux qui veulent comprendre peuvent effectivement fouiller le travail de Chomsky sur ce sujet, ou celui de John Pilger que je conseille. Mais le fonctionnement des médias de masse est assez clair, il dépend de certains paramètres qui font que, et du coup ils se retrouvent à avoir des lignes qui sont très proches, qui sont très proches, et en fait voir la même ligne après avec diverses variantes, les variantes de gauche et les variantes de droite, mais dans l'ensemble c'est un même monde. Et donc voilà, et donc à la base c'était ça, et puis donc une sorte de contre-média, je sais pas, on parle beaucoup aujourd'hui des médias alternatifs, etc., etc. Quelques années après, j'ai découvert ce qu'on appelle parfois l'éco-anarchisme. On parle d'écologie libertaire, on parle il y a différentes appellations, mais en gros c'est un mélange d'anarchie et d'écologie, ou d'anarchisme et d'écologisme, et notamment au travers des travaux d'Eric Jensen aux États-Unis d'abord, et ensuite en France j'ai découvert les travaux de groupes anti-industriels ou de critiques anti-industrielles, comme tous les gens qui gravitent autour des éditions La Lenteur, dont Bertrand Loire qui est à Longomaille, comme Pièces et main-d'œuvre à Grenoble, comme les gens qui gravitent autour de l'échappée, comme un petit peu à leur manière Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fresso, c'est tous ces gens-là en France. Et parce qu'au final, il y a beaucoup de points communs entre on va dire l'écologie libertaire et eux, leur critique anti-industrielle, où on parle parfois de technocritique. Et du coup, au fur et à mesure, le blog Le Partage s'est de plus en plus orienté vers cette critique. Alors nous, on a appelé ça une critique socio-écologique, parce que pour insister sur le fait que l'écologie et le social sont toujours entremêlés, devraient toujours être discutés l'un avec l'autre, et jamais séparément. Du coup, on a appelé ça une critique socio-écologique. Et radicale, parce qu'on juge effectivement important, même essentiel aussi, de traiter les choses d'aller au fond des choses, donc de prendre les choses à la racine, donc radical. Ça paraît très stupide de vouloir s'intéresser à un problème de manière superficielle, qui aurait envie de se dire tiens, moi je vais m'intéresser à ça, mais de manière superficielle. Aujourd'hui, on propose des traductions d'articles, même des documentaires sous-titrés, on propose des articles aussi écrits par nous-mêmes, par différents contributeurs. Et on commence à avoir de plus en plus de gens qui nous suivent, et donc qui lisent, et donc on continue ce travail tous les jours. Donc ça t'est mené par ton parcours aussi intellectuel, jusqu'à peut-être aussi récemment d'autres formes d'anarchisme qui sont pas dans les classiques qu'on connaît. Tout à fait, ouais. Par exemple, ce que la plupart des gens, y compris des anarchistes, si on leur parlait des anarchistes naturiens, ils sauraient absolument pas ce que c'est, parce que ça fait pas partie du corpus anarchiste classique, qui peut être même enseigné, ou au moins mentionné, peut-être même à l'université. On va pas. Certaines figures de l'anarchisme sont devenues presque grand public, avec leur, ils ont une certaine place dans la culture de masse, dans la culture qu'on enseigne aussi à l'université, parce que par exemple pas mal de gens de gauche pourraient connaître quelqu'un comme Proudhon, ou quelqu'un comme Bakounine, encore une fois, ou Kropotkin. Ils peuvent être connus par des gens de gauche, mais Émile Gravel ou Henri Zisly, non. Les anarchistes naturiens, qui pourtant sont un courant qui était... il a jamais été important, mais il a participé en tout cas au débat à une époque, à la fin du 19e siècle, au début du 20e. C'est quoi leur différence avec les autres ? Et la différence, alors, c'est que les naturiens étaient un peu des précurseurs de la critique, de la technocritique d'aujourd'hui, ou de la critique anti-industrielle, à savoir que les naturiens avaient beaucoup de points communs avec les anarchistes, parce que en termes de valeurs, ils disaient qu'ils cherchaient aussi la liberté, l'émancipation, l'égalité, la fraternité, au final. Sauf que eux, ils ajoutaient à ça des préoccupations écologiques, déjà à l'époque, alors qu'à l'époque c'était le gros des anarchistes, le gros des gens en général. L'écologie dans les années 1890, c'était pas encore ça. Et eux déjà étaient préoccupés par ça, et on voit même, quand on étudie leurs écrits, on découvre même qu'ils avaient ils discutaient déjà à l'époque, donc dans les années 1890-1900, ils discutaient déjà du végétarisme, voire du végétalisme.
il discutait de toutes ces choses-là qui aujourd'hui reviennent sur le devant de la scène. Donc de plein de manières, c'est vraiment des gens qui posaient déjà les questions importantes qui ressortent sous certaines formes aujourd'hui. Et donc les Naturiens, en gros, donc ils avaient cette préoccupation écologique et ils avaient cette préoccupation sociale de liberté, d'émancipation, d'autonomie. Mais donc les Naturiens reprochaient aux autres anarchistes de croire en la machine, de croire au progrès technique. Ils considéraient eux que en fait le machinisme, ce qu'on appelle le progrès technique, n'avait fait que participer à l'asservissement des hommes, à la destruction de la terre, et qu'il y avait absolument rien à attendre au développement des forces productives comme aurait dit Karl Marx ou du progrès technique du machinisme. Eux considéraient qu'il fallait détruire les machines, il fallait se libérer de la machine. Et ouais, quand on lit les textes, ils avaient leur critique était vraiment, elle n'était pas hyper élaborée, mais elle était très juste. Et aujourd'hui, qui est un minimum lucide constate avec étonnement à quel point ils avaient vu juste et que tous les événements tout le siècle passé depuis, il n'a fait que leur donner plus raison. Ils avaient eu peut-être une illusion en moins par rapport... Ils avaient plus de lucidité, ouais. Ils étaient, je pense qu'ils étaient... moi, franchement, aujourd'hui, j'aurais envie de dire que je me réclame d'eux parce que de bien des manières, ils avaient à peu près saisi l'essentiel de ce qui me semble important de saisir et de mettre en avant. Ça fait beaucoup de mots nouveaux, différents, les anarchistes naturiens. Puis là, on a tout déballé d'un coup. Société industrielle, éco-anarchie, anti-industrielle, technocritique, civilisation. On n'a pas prononcé civilisation. Non. Mais peut-être tu peux nous dire dans les travaux de Derrick Jensen, ouais, ce qui t'a inspiré. Ouais, mais c'est justement ça, c'est un point commun entre Derrick Jensen et les anarchistes naturiens, c'est que Derrick Jensen, il est associé à un courant qu'on dit anti-civilisation aux États-Unis. En France, c'est un courant qui n'existe quasiment pas, que nous on essaye de faire vivre, et on est, je pense, un des rares collectifs qui appuie, enfin qui formule une telle critique de la civilisation. Mais donc Derrick Jensen, oui, il a une critique de la civilisation, mais donc les anarchistes naturiens à leur époque critiquaient déjà aussi la civilisation. Au final, le courant anti-civilisation, on discutera plus tard de ce qu'est la civilisation, mais juste pour faire un historique, le courant anti-civilisation, on peut effectivement le faire remonter aux naturiens qui critiquaient littéralement, ils employaient le terme civilisation, ils disaient qu'ils étaient contre la civilisation, ils considéraient que la civilisation c'était pareil, c'était l'assujettissement des hommes à l'État, à un système socio-technique autoritaire, bref, à une sorte de méga machine qui était nuisible, et donc il fallait se débarrasser de la civilisation. Mais on peut le faire remonter plus loin encore, le courant anti-civilisation, parce que un des premiers courants philosophiques civilisés, justement, à savoir le taoïsme chinois, a des accents clairement anti-civilisation. On le voit assez clairement quand on lit les œuvres de le Chuang Tzu ou le Lao Tzu, c'est le Tao Te Ching. C'est assez clair. Au final, du coup, ça veut dire que c'est une critique ou c'est une analyse qui est millénaire, qui est multimillénaire, ça fait plusieurs millénaires que, en fait, la critique de la civilisation est sûrement aussi ancienne que la civilisation. Est-ce que c'est pour ça que tu parles de mouvements civilisés anti-civ ? Oui, c'est des mouvements donc, qui critiquent la civilisation depuis l'intérieur de la civilisation. D'accord. Mais on peut aussi considérer que la critique de la civilisation est aussi l'œuvre au final de tous les peuples qui ont lutté depuis l'extérieur de la civilisation contre elle. Donc en fait, effectivement, il
il y a ce double mouvement d'opposition à la civilisation depuis l'intérieur avec quelques courants critiques philosophiques et depuis l'extérieur avec des peuples autochtones, aborigènes, du monde entier qui se sont battus contre la civilisation, contre son expansion, contre l'empire qu'elle étend partout encore aujourd'hui. Et donc peut-être que du coup c'est un bon moment pour essayer de définir la civilisation. Alors, déjà juste sur le plan étymologique, on sait que civilisation vient sur un mot latin qui renvoie au cité-état, donc à la ville et à l'état. Ça c'est juste pour l'étymologie. Si on devait lire la définition officielle du dictionnaire, je la connais pas par cœur, mais il me semble qu'aujourd'hui encore dans la plupart des dictionnaires la définition de la civilisation est assez ouvertement raciste, voire suprémaciste. Il parle d'un état d'avancement atteint par certains groupes sociaux, voire d'un idéal à atteindre, pour faire simple, de la barbarie à la sauvagerie jusqu'à la civilisation. Il faut s'élever par la culture. L'humain peut s'élever jusqu'à un niveau où il devient civilisé tout d'un coup, alors que les autres ne sont pas civilisés, les autres sont inférieurs. Et c'est la définition toujours actuelle, donc c'est ça qui est assez significatif, je trouve, que c'est noir sur blanc, c'est dit que c'est assez... enfin, le suprémacisme, l'idée de supériorité est assez claire. Et donc après, par contre, si on regarde sur le plan des usages du mot civilisation, et les premiers usages du mot civilisation renvoyaient justement à cet état d'avancement des sociétés. C'était des sociétés policées d'Europe, donc les sociétés étatiques, hiérarchiques, où il y avait une classe dominante et tout en bas des classes laborieuses, des classes paysannes pauvres. C'est dans ces sociétés-là que le mot a d'abord été inventé et utilisé. Et donc le mot civilisation servait à désigner l'état d'avancement socio-culturel auquel était parvenue l'élite de cette société, la classe dominante, justement pour la distinguer au sein même de cette société des classes inférieures, des paysans qui étaient en fait considérés comme des arriérés, qu'il fallait justement les paysans étaient civilisés. Les paysans, il fallait les civiliser, donc c'était on va dire au XVIIe, XVIIIe siècle. Le premier usage du mot, c'est 1756. Et ensuite, son usage se développe assez massivement plutôt au XVIIIe, XIXe siècle. Voilà, donc les paysans sont civilisés de la même manière que les peuples autochtones en dehors des frontières sont civilisés. D'ailleurs, c'est ce qui a donné quelques années plus tard la mission civilisatrice en Afrique, mais dans le monde entier aussi. Il fallait civiliser les sauvages, il fallait leur apporter... c'est un devoir, ça devenait même un devoir. Ouais, un devoir, parce qu'il fallait un devoir pour les peuples civilisés de hisser les peuples inférieurs, en fait, pour les races, comme dira le grand homme Jules Ferry, il fallait que les races supérieures civilisent les races inférieures. Ça tombe bien, c'est bon pour les intérêts économiques. Voilà, et en fait, comme certains historiens le font remarquer, en fait, on apportait la civilisation, mais on apportait le capitalisme, on apportait tout et on dévastait tout aussi. On dévastait les modes de vie autonomes de groupes de gens, de populations entières en Afrique et ailleurs. Et d'ailleurs, beaucoup de missionnaires et de civilisés le formulent sans embâche. Ils disent que pour pouvoir imposer la civilisation, je paraphrase, mais il y a des trucs vraiment, c'est peut-être assez littéralement comme ça. Pour apporter la civilisation, il faut d'abord apporter le malheur, il faut que les gens soient insatisfaits, il faut plus qu'ils puissent vivre comme avant, il faut plus qu'ils aient leurs ressources naturelles à disposition comme avant, il faut qu'ils soient dans le besoin, il faut leur créer des besoins. Une fois qu'ils seront malheureux et dans le besoin, et qui pourront plus vivre comme avant parce qu'on aura peut-être privatisé les terres, parce qu'on aura tout pillé, et une fois que ce sera bien la merde, en gros, on leur dira, voilà, vous voulez pas la civilisation, vous allez voir, ça va vous rendre heureux. Et puis au final, en fait, c'était juste une occasion de les asservir et de les faire rentrer dans le système capitaliste en tant que force, en tant que main-d'œuvre, force de production, etc. Donc la civilisation, voilà, grosso modo, c'est ça, c'est un long mouvement qui est encore en cours de standardisation de l'humanité, faire rentrer tout le monde dans les clous de la civilisation. D'ailleurs, il n'y a plus qu'aujourd'hui, il n'y a plus que, grosso modo, une seule gigantesque civilisation planétaire mondialisée, et à côté, quelques survivances, quelques peuples
je crois qu'on considère qu'il y a 370 millions d'autochtones dans le monde, mais en fait, la plupart aujourd'hui sont relativement intégrés à la civilisation, des gens qui vivent encore de manière dans d'autres sociétés, des sociétés vraiment différentes, c'est-à-dire des sociétés où il n'y a pas Facebook, où ils roulent pas en voiture, ils n'ont pas un travail, et voilà. Il y en a encore quelques-unes, mais c'est vraiment marginal. Et donc la civilisation, on considère, pour savoir quand ça commence, on peut se baser pour le coup sur une perspective archéologique. Je pense qu'on a tous entendu parler de l'expression berceau de la civilisation, etc. On considère que la civilisation, c'est en fait, c'est les premières cités-États en Mésopotamie, ça naît à ce moment-là, avec la sédentarisation, mais surtout avec une société organisée de manière, par l'État en fait, avec des hiérarchies qui se créent, etc. Et la ville en fait, l'étymologie renvoie à la ville, donc c'est le début de l'urbanisation du monde en fait, la civilisation. Donc voilà, je pense qu'avec tous ces aspects-là, on peut avoir une idée de ce qu'est la civilisation. Mais c'est quoi le problème avec les villes ? Et les villes, en fait, on se rend compte que les villes sont allées de pair avec, non seulement avec des destructions environnementales, parce qu'aujourd'hui, qui s'intéresse aux endroits qu'on qualifie de berceau de la civilisation se rendra compte qu'en fait c'est des déserts, il reste plus grand chose. Parce que les villes, en fait, on considère que certains emploient l'expression de la ville, c'est l'accaparement à distance de la terre. La ville va avec l'idée de démesure, quoi, avec l'idée que c'est plus à l'échelle de l'homme, c'est plus à taille humaine, c'est plus organisé non plus à l'échelle de l'homme, c'est organisé. La ville s'organise en général se base sur des hiérarchies. La ville et l'État, ça va un peu de pair, quoi. C'est pour ça qu'au début on parlait de cité-État. Aujourd'hui, je pense que tout le monde comprend à peu près clairement que des villes comme Paris, Lyon, les grandes villes sont vraiment les derniers endroits où on pourrait s'organiser de manière démocratique. Donc, si je comprends bien, le récit civilisationnel, c'est que la civilisation maintient, c'est avant c'était l'horreur, c'était la barbarie, c'était la sauvagerie, donc dans un sens péjoratif. On mourait de faim, on savait pas vivre en fait. Et puis ça va de mieux en mieux grâce au progrès. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque du coup à faire le récit inverse ? Ouais. C'est-à-dire avant c'était génial. Évidemment, ce serait absurde de prétendre de manière tout à fait, ce serait juste idiot de dire qu'avant c'était le paradis ou quoi, mais de la même manière que c'est effectivement idiot de dire qu'avant c'était l'horreur. On sait aujourd'hui, grâce aux témoignages ethnographiques, grâce aux études anthropologiques, qu'a priori, non, le quotidien des peuples qu'on appelle chasseurs-cueilleurs, mais en fait c'est peut-être une appellation un peu abusive, parce qu'en fait ils avaient peut-être des petites pratiques agricoles, peut-être ils avaient une petite horticulture sur le côté, mais pour la discussion on va se limiter on va dire que c'est des chasseurs-cueilleurs. Et on se rend compte que aujourd'hui on est à peu près sûr que ces gens-là en fait ne vivaient pas dans la misère qu'on veut nous faire croire. Ils connaissaient pas la famine, ils avaient au contraire pas mal de temps libre, ils avaient beaucoup de nourriture à disposition. C'était une vie plutôt douce et pas particulièrement misérable, au contraire. Non seulement on se rend compte qu'elles étaient assez peu hiérarchiques et que du coup en fait l'individu il disposait de beaucoup plus de pouvoir que l'individu aujourd'hui dans nos sociétés modernes, qui est à peu près totalement dépossédé de tout pouvoir sur la société dont il est plutôt le pion qu'autre chose. On se rend compte que les sociétés de chasseurs-cueilleurs mangeaient à leur faim, comme je disais, ils trouvaient toute la nourriture dont ils avaient besoin et sans que ça leur prenne énormément de temps. Chaque jour, je viens de finir un livre assez bon que je conseille aux gens qui se posent des questions à ce sujet, qui veulent creuser un peu. Les Cuivas de Bernard Arcan, qui était un anthropologue canadien.
En fait, il a passé 2 ans, je crois, dans une tribu de chasseurs-cueilleurs nomades en Colombie. Et voilà, j'en dis pas plus, le livre est très bon et il montre un peu ce que je viens de dire là. La question de la violence. Est-ce que la vie dans une société de chasseurs-cueilleurs est plus violente que la vie dans la civilisation industrielle ? Sans doute pas. Après, il faudrait effectivement préciser ce qu'on appelle la violence, mais ils avaient des manières de s'organiser, ils avaient des règles, ils étaient pas particulièrement agressifs, ni sûrement pas au sein de leur propre groupe et pas particulièrement entre groupes, ou en tout cas pas de manière systématique et pas de manière pas comme nos États modernes se sont fait la guerre de manière vraiment brutale et destructrice. Donc non, violence non plus. Est-ce qu'ils mourraient à 30 ans d'un rhume ? Non, en général pas du tout. Ça c'est vraiment les clichés que les gens en fait rapportent sans cesse, alors qu'en fait ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Si on tient compte de la mortalité infantile, effectivement on arrive à une moyenne d'espérance de vie qui est peut-être de, je sais pas, 30-40 ans. Mais si on considère qu'effectivement une fois qu'ils ont passé la première année, une fois qu'ils ont atteint 1 an, et en fait on réalise qu'ils ont une espérance de vie tout à fait correcte de 60-70 ans. Donc ils avaient de la moyenne qui peut être voilà, la moyenne est trompeuse. Donc en fait si on fait une espérance de vie modale et qu'on ne tient pas compte de la mortalité infantile, ou qu'on la met de côté parce que c'est un autre sujet, on se rend compte qu'au final les gens en général avaient tendance à ils ne mouraient pas, en tout cas à l'âge de 30 ans, ils mouraient plutôt, les gens qui meurent dans ces l'âge de mort en tout cas était plutôt de 60-70 ans, pouvaient atteindre plus. L'espérance de vie n'est pas incroyablement meilleure dans la société industrielle, elle est peut-être un peu supérieure, mais on rappellera aussi qu'il y a un siècle à peine, c'était déjà très loin de la préhistoire, on était plutôt au début de la révolution industrielle, et dans certains quartiers de Londres ou de Paris, l'espérance de vie était peut-être de 20 ans ou même pas 30 ans, donc c'était bien pire que ce qu'on associe à la préhistoire et qui pourtant est faux. Et puis en fait aussi un truc important de préciser, c'est que quand les gens vont donner l'espérance de vie comme preuve du fait qu'on a progressé, le progrès existe, regardez l'espérance de vie a augmenté, c'est un indicateur qui est purement quantitatif, il dit rien de la qualité de la vie. On peut vivre longtemps et avoir une vie de merde, on peut vivre peu longtemps et avoir une vie bonne, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Donc il faudrait peut-être regarder d'autres indicateurs. Et nous, dans nos sociétés, actuellement se développent, sont épidémiques des maladies qu'on dit de civilisation. On parle de maladies de civilisation, diabète, cancer, maladies cardiovasculaires, tout plein de choses, je sais pas, des allergies, plein de pathologies aussi. Après, toutes les pathologies, tous les troubles psychiques, stress, angoisse, dépression, burn-out, etc. Et toutes ces choses, en fait, on les appelle pas maladies de civilisation pour rien. C'est parce que chez les peuples de chasseurs-cueilleurs, encore une fois, c'est une simplification, mais chez les peuples de chasseurs-cueilleurs, il y a pas, ou il y a très peu. Et on se rend compte que, par contre, les témoignages ethnologiques qu'on peut lire parlent de gens qui rigolent beaucoup, qui s'amusent, la vie est douce, ils blaguent, ils aiment beaucoup faire des blagues. Donc en termes de joie de vivre, je pense que la civilisation fait assez pâle figure face à ces gens-là. Donc c'est pas l'idéal, c'est pas le paradis, parce qu'ils avaient aussi des conflits, mais c'est très très loin de l'image sombre, l'image apocalyptique qui est véhiculée par la culture dominante. Donc la civilisation industrielle crée des maladies, puis nous vend les remèdes, nous promet les remèdes aussi grâce à encore plus de civilisation industrielle, de progrès. Exactement. Alors ça c'est l'analyse. Mais maintenant, donc c'est quoi les conséquences politiques? En fait, c'est quoi le projet? Est-ce que c'est une transition? C'est pas possible de faire une transition de la civilisation industrielle dans une version plus écologique, démocratique? Alors déjà pour répondre à cette question, peut-être on peut essayer aussi en revenir au naturien qui à la fin du 19e siècle expliquait que le problème c'était
c'était la machine, c'était le machinisme, c'était le technologisme, tout ce qu'on associe nous aujourd'hui au progrès technique. Et en fait, ce qui pose problème avec la civilisation industrielle, je pense qu'il faut essayer de considérer deux plans différents, même s'ils sont entièrement liés, mais juste pour la discussion, c'est important peut-être de poser ces plans. D'abord, il y a le plan social, le plan humain. Sur le plan humain, on est tous intégralement dépossédés de pouvoir sur la marche de nos sociétés, au final sur nos vies. Ceux qui se sont intéressés à la question auront compris qu'on parle de démocratie, mais que c'est une imposture. On parle de démocratie représentative, mais c'est un oxymore. Donc le peuple n'a pas vraiment le pouvoir actuellement. Nous, individus, on n'a pas le pouvoir. Donc il y a une dépossession au niveau humain. On est contraint par la société capitaliste, elle-même soutenue par l'État et ses forces de l'ordre et ses milices. On est contraint de vendre notre temps de vie sur ce qu'on appelle le marché du travail, mais qui n'est pas vraiment un marché du travail. On est contraint de vendre notre temps de vie sur le marché de l'entreprise plutôt. Et ce monde, c'est créé par et pour l'entreprise, pour le capitalisme, c'est-à-dire c'est la même chose. Du coup, voilà, donc on se retrouve avec des individus qui n'ont plus de pouvoir, n'ont pas de pouvoir sur la société, sont vraiment rendus impuissants, alors ils peuvent voter. Ça peut faire des micro-différences, sans doute, localement. Ça peut avoir un intérêt par-ci, par-là, dans une certaine mesure, mais effectivement, certains aussi l'auront remarqué, c'est limité et il n'y aura pas grand-chose à faire avec ça. Mais pour en rester donc sur le diagnostic du plan humain ou du plan social, à partir du moment où l'individu est dépossédé, donc qu'on l'empêche de parvenir à l'autonomie, que ce soit individuellement ou collectivement à l'échelle de groupes humains, voilà, il se retrouve assujetti au fonctionnement d'un vaste système socio-technique qui le dépasse complètement, qui n'est plus à sa mesure. Voilà, du coup la question que beaucoup se posent, c'est comment on retrouve du pouvoir sur nos vies, comment on fait pour redevenir un peu maître de nos propres existences et ne plus être les esclaves de cette société. Et du coup, sur ce plan-là, les naturiens, la critique, les anti-industriels, les technocritiques parviennent à peu près à des conclusions similaires, à savoir qu'il n'y a pas d'organisation démocratique sans une échelle, sans une société de taille, on va dire à taille humaine, parce qu'en fait on associait, le sociologue américain associait la démocratie à des sociétés à taille humaine. Il considérait que la démocratie c'était une manière de s'organiser pour de petites sociétés, en fait, qu'il n'y a que les sociétés où les gens peuvent se connaître, se voir, se parler directement, qui pouvaient être démocratiques selon lui. En fait, il considère que du coup il y a une question de taille, en fait. D'autres philosophes avaient compris ce problème de la taille. On peut parler de Montesquieu, on peut parler de Rousseau, qui comprenait... Rousseau écrivait que le type d'organisation démocratique, c'est bien pour une commune, mais bien évidemment, un État-nation ne sera jamais une démocratie. On ne peut pas organiser un État-nation comme on organise une commune, donc c'est pas possible. Il faut passer on passe à un autre type de régime pour organiser un État-nation qui est un type de régime aristocratique. Du coup, ça rejoint un peu l'analyse de Francis Dupuy-Derry qui parle d'aristocratie élective pour désigner nos systèmes électoraux modernes. Du coup, retrouver des sociétés à taille humaine. Du coup, démanteler cette société qui est démesurée, qui est inhumaine, pour retrouver des sociétés qui soient à la mesure des hommes. Retrouver l'échelle humaine pour pouvoir retrouver du pouvoir sur nos vies, pour pouvoir redécider ensemble de comment on organise nos vies, dans quel genre de société on voudrait vivre, comment on s'organise ensemble, donc ça c'est le plan social. Ça c'est sur le plan social. Ouais, il y a deux plans qui sont. Mais en fait, ça rejoint un peu. On peut rejoindre l'autre plan, à savoir le plan écologique, environnemental. Parce qu'en fait, le fait que nos sociétés ne soient plus à l'échelle de l'homme, qu'on vive dans des sociétés où la personne est dépossédée, où ce qui dirige, c'est peut-être juste l'inertie du système socio-technique qui est reproduit par la classe dirigeante, mais qui au final elle-même ne fait qu'obéir, encore une fois, à cette inertie du système qu'elle domine aujourd'hui, mais elles ont été précipitées à la direction d'un système qu'elles n'ont pas elles-mêmes créé, donc au final elles se retrouvent dans une position qui est pas... Elles ont du pouvoir, mais c'est limité aussi. Et donc ces sociétés qui ne sont plus à la mesure de l'homme, on se rend compte aujourd'hui qu'elles font des dégâts terribles sur toute la planète. Je pense que c'est difficile aujourd'hui pour un citoyen d'ignorer même l'expression sixième extinction de masse. Tout le monde comprend, tout le monde voit que sur le plan écologique, c'est un désastre aussi. Donc, ces deux plans sont complètement liés parce que d'un côté, il y a les masses des humains sont exploitées et asservies par un système qu'elles ne contrôlent pas, au contraire, qui les domine. Et de l'autre, ce système qui est une sorte de gigantesque emballement technocratique
il ravage tout sur son passage, il ravage les écosystèmes, il ravage les océans, les forêts, les sols. Tous ces phénomènes font système, quoi. C'est un seul et même phénomène en fait. C'est à la fois l'exploitation des humains et à la fois la destruction des forêts, c'est un seul et même phénomène. C'est les deux faces d'un même problème. Et du coup, de la même manière que si on parvenait à reconstituer des sociétés à taille humaine, on pourrait avoir nous-mêmes plus de pouvoir sur nos vies et on pourrait établir au moins potentiellement des sociétés démocratiques. Et de la même manière, du coup, en contrôlant ces sociétés, on pourrait faire en sorte qu'elles ne soient pas destructrices du monde vivant. On pourrait faire en sorte, il serait important de faire en sorte de rétablir des manières d'exister, de vivre respectueuses du monde vivant. Donc peut-être on peut parler de faire d'une pierre deux coups. Cette question de l'échelle, de la taille, permettrait en s'y attaquant, on pourrait à la fois résoudre nos problèmes sociaux et à la fois résoudre nos problèmes environnementaux. Donc combattre les inégalités sociales à l'intérieur résoudrait les destructions environnementales à l'extérieur. En tout cas, possiblement, ouais. Et du coup, en fait, il y a pas mal de personnes qui se revendiquent anarchistes, qui en fait pensent en fait, qu'il n'y a pas forcément de problème avec la technique. Et qu'en fait, ni avec les outils, et que c'est plutôt en fait, le problème, c'est... Oui, la technique est neutre. En fait, c'est juste comment on utilise un outil technologique qui importe. C'est donc juste comment... Oui, puis comment je veux dire... Qui le possède. La propriété des outils, des moyens de production. Et qu'en fait, les personnes qui critiquent la technique en elle-même, en fait, vraiment se trompent de combat. Parce qu'en fait, c'est juste leur problème d'autorité. Et en fait, les techniques n'ont rien à voir là-dedans. Et pourtant, j'imagine que tu as des choses à dire à ça, le rapport entre la technique et le rapport au monde. Ouais, complètement. Mais ça, encore une fois, on peut revenir aux anarchistes nathuriens qui reprochaient aux autres anarchistes et à la gauche en général de croire au progrès technique, de croire au machinisme, d'adhérer à tout ça. Et même d'en faire la condition de l'émancipation, etc. C'était aussi la croyance de Karl Marx qui voyait dans le développement des forces productives une très bonne chose. En fait, le capitalisme, le Rosa Luxembourg dirait que le capitalisme travaillait pour eux, en fait, parce qu'ensuite il allait dépasser, que tout ce qu'il aurait mis en place, toutes ces infrastructures technologiques, etc., allait pouvoir servir le socialisme. C'est pas arrivé du tout, malheureusement. Même si beaucoup de marxistes continuent à croire que ça va arriver, ça devient vraiment religieux, assez ridicule. Mais donc du coup, de la même manière que les nathuriens essayaient de dire aux autres anarchistes qu'en fait ils se plantaient, que la machine c'était un problème, le machinisme, le progrès technique, il y a eu à gauche, tout au long de l'histoire, il y a eu des marginaux ou des courants marginaux à gauche qui disaient un peu la même chose que les nathuriens. On peut penser à même George Orwell constatait que la gauche était obsédée par le progrès, adorait le progrès, le machinisme, et il comprenait qu'un monde socialiste serait un monde hyper rationalisé par la technique, etc., hyper technologique. Orwell faisait remarquer que en fait, les gens qui sont anarchistes et qui par ailleurs adorent la technologie et souhaitent juste en fait que les moyens de production n'appartiennent plus à une classe capitaliste mais appartiennent à tout le monde, soit en fait une sorte de possession en commun des moyens de production technologiques, hautement technologiques, et que en fait, ceux qui imaginent que c'est possible, en fait, George Orwell faisait remarquer qu'en fait non, qu'en fait selon toute logique, la nature de certaines technologies fait qu'elles impliquent et qu'elles appellent à un certain ordre social, une certaine hiérarchie sociale, en fait, parce que c'est juste pas possible techniquement pour des gens de s'organiser de manière parfaitement démocratique et de continuer à produire telle ou telle technologie. Ça paraît un peu, et ça paraît l'évidence même. Quand une personne vous dit que la technique est neutre, que les technologies sont neutres, déjà ça veut pas dire grand chose parce qu'il faudrait aller voir exactement la définition du dictionnaire de neutre, mais on se rendrait compte que ça à peu près aucun sens. Mais ce que les gens veulent dire en général, c'est qu'on peut utiliser, le problème c'est juste comment on utilise telle ou telle chose. Le problème c'est pas la voiture, le problème c'est juste comment on utilise la voiture. Le problème c'est pas la télévision, le problème c'est pas internet, le problème c'est pas les téléphones portables, le problème c'est juste comment on utilise ces choses là, comment elles sont utilisées. Et en fait non, pas du tout, parce que il n'y a pas 36 manières
de fabriquer une voiture comme il n'y a pas 36 manières de fabriquer un téléphone portable. On ne peut pas fabriquer un téléphone portable avec juste trois bandes de paille et un bout de banane. Il va falloir des matériaux, il y a des processus de fabrication à respecter. Donc ça veut dire qu'il faut quoi? Il faut des ingénieurs pour concevoir le produit, il faut ensuite des infrastructures pour obtenir les matières premières. Tout ça, c'est pas neutre du tout. Il y a quoi de neutre là-dedans? Donc, c'est des prérequis qui sont vraiment, on n'a pas le choix, quoi. C'est pas, on fait pas, on fait comme on veut. C'est juste, pour produire ces technologies, on a besoin, elles requièrent certaines choses. Des matières premières, encore une fois, une organisation du travail spécifique, parce qu'il va falloir des machines pour produire des machines, il va falloir des machines pour aller obtenir les matières premières. Enfin, tout de suite, on voit apparaître un gigantesque appareil de production qui n'a rien de neutre, qui lui-même a beaucoup d'implications sociales, qui lui-même a beaucoup d'implications environnementales. Peut-être qu'on peut prendre l'exemple, par exemple, des énergies dites renouvelables. Par exemple, le panneau solaire photovoltaïque qui est vraiment génial et qui va tous nous sauver, il faut le produire quelque part. Le truc marrant avec le panneau solaire photovoltaïque, c'est que ceux qui tiennent à dire que c'est absolument génial, ils vont dire oui, mais la plupart sont faits en silicium. Le silicium, il y en a plein dans la couche terrestre, et donc c'est génial. Le soleil. Et le soleil, il y en a plein aussi. Mais donc déjà, juste par exemple, on peut regarder la question du silicium. Le silicium, déjà, en fait, il n'existe pas à l'état naturel. Il faut l'extraire de différents minerais. Et du coup, en fait, déjà, ça requiert des machines. Ça requiert des extractions minières. Ça requiert ensuite des procédés très énergivores, parce que pour parvenir à produire du silicium, donc à partir d'autres matériaux qu'on aura extraits, il faut dépenser énormément d'énergie. En général, ça se fait dans des fours qui consomment du charbon, en fait, beaucoup de charbon. Donc en fait, on consomme du charbon pour produire des panneaux solaires, donc voilà. Mais ça par exemple, c'est des choses qui sont pas trop discutées, pas trop mises en avant, parce que si on comprenait qu'il faut du charbon et des extractions minières et des machines et des trucs et des infrastructures et des routes et des autoroutes pour fabriquer un panneau solaire, si on voyait tout ce qu'il y avait derrière, on se rendrait compte que donc c'est déjà tout un désastre en soi. Et ensuite, après, il faudrait évidemment examiner socialement. Donc, il a fallu des gens pour travailler dans ces usines, travailler dans ces exploitations minières. Donc, il a fallu le capitalisme. Il a fallu que des gens soient contraints de vendre leur temps de vie à ce système eux aussi pour qu'on produise ces panneaux solaires qui sont géniaux. Et ensuite, il y a la question de l'électricité. Pourquoi faire? L'énergie qui produisent les panneaux solaires, elle servira à alimenter d'autres appareils, eux-mêmes issus du même système, qui eux-mêmes auront nécessité que des gens soient contraints de vendre leur temps de vie, etc., etc., etc. Donc la boucle est bouclée. Et donc voilà, donc à tout point de vue, c'est pas neutre et ça pose plein de problèmes. Et donc les anarchistes naturiens, comme les technocritiques ou les anti-industriels, c'est ce qu'ils essaient de faire comprendre aux gens. On peut prendre l'exemple aussi sinon du sociologue Lewis Mumford qui parlait de techniques autoritaires et de techniques démocratiques et essayait de montrer qu'en fait certaines technologies sont effectivement tout à fait compatibles avec des modes de vie égalitaires, avec l'anarchisme. Par exemple, le panier en osier, en fait, il faut juste un peu d'osier, donc il faut trouver où pousse l'osier. Il faut quelqu'un qui sache faire avec ses mains juste, et il vous montre, et ensuite vous reproduisez, vous faites la même chose, vous faites un panier en osier. Donc ça, c'est effectivement, il appellerait ça une technique démocratique. Voilà. Mais, par exemple, l'avion, c'est très différent. Et c'était d'ailleurs Orwell qui faisait remarquer à propos de l'avion que la suite d'opérations qu'implique la fabrication d'un avion est si complexe qu'elle suppose nécessairement une société planifiée et centralisée avec tout l'appareil répressif qui l'accompagne. Et donc il comprenait que du coup la fabrication d'un avion était, selon toute logique, assez incompatible avec une société sans hiérarchie, parfaitement égalitaire et démocratique, qui plus est anarchiste.
Il y a un autre auteur que j'aime bien et que je voudrais citer sur le sujet. On est en train de corriger un de ses bouquins qui avait déjà été édité en français. Il s'appelle Langdon Winner. Le livre en question s'appelle La baleine et le réacteur. On va bientôt le rééditer. Et en fait, Langdon Winner, il explique que... réédité aux éditions libres. Aux éditions libres, tout à fait, oui. Pardon, j'ai oublié de préciser que notre maison... Enfin voilà, je fais partie de la maison d'édition Éditions Libres. Et donc ce livre, Langdon Winner, dans La baleine et le réacteur, il explique qu'en examinant les structures sociales qui caractérisent l'environnement des systèmes techniques, on découvre que certains appareils et certains systèmes sont invariablement liés à des organisations spécifiques du pouvoir et de l'autorité. C'est-à-dire qu'en fait, il faisait remarquer que par exemple certaines technologies du coup appellent une certaine organisation du travail, une certaine organisation de la société, de la même manière qu'une voiture a besoin de roues pour rouler. Et son livre traite de tout ce sujet-là, quand on veut une technologie, si on veut avoir telle technologie dans la société, on aura besoin d'imposer telle ou telle politique. Lui, il avait son expression, il disait quand on choisit une technologie, on choisit une politique. Et voilà, donc ça c'était ce que les anarchistes naturiens avaient compris, et pour cette raison-là qu'à la fois il peut pas y avoir de société hautement technologique et démocratique, parce qu'en fait c'est pas possible. Pour produire un appareil ou une technologie ou une haute technologie, il faut tout un appareil derrière de production, tout un appareil social, toute une machinerie sociale, il faut des hiérarchies, il faut des ingénieurs, il faut des ouvriers, il faut des etc. Il faut un gigantesque appareil social. Ça relèverait du miracle qu'un tel appareil puisse être organisé de manière démocratique. On va essayer de pas verser dans la religiosité ou dans le miracle, et donc on va se contenter d'estimer que c'est à peu près impossible. D'où l'importance de viser plutôt des sociétés fonctionnant uniquement sur des low-tech, alors les low-tech ou des technologies douces ou des basses technologies, on parle de différentes choses. Ceux qui s'intéressent pourront retrouver plus de précision sur ces termes-là en essayant de revenir aux textes qui discutent de ces sujets-là, qui datent des années 1970, 1980. À une certaine époque en France, il y avait des gens qui s'intéressaient à ces questions-là. Il y a aussi le mouvement pour les technologies appropriées. Enfin, il y avait différentes appellations, mais en gros, c'est l'idée que il faut des technologies qui soient appropriées au mode de vie qu'on souhaite viser, à savoir la démocratie ou l'anarchisme, peu importe, selon ce qu'on souhaite, selon ce qu'on vise. Du coup, une civilisation industrielle hautement technologique et démocratique, c'est un souhait, certains souhaitent, ils voudraient que ça puisse être vrai, mais ça a à peu près aucune chance d'exister. Donc, démocratie et technologie, et haute technologie en tout cas, ne font pas bon ménage du tout. La plupart des appareils, sinon tous les appareils hautement technologiques, leur production implique des nuisances environnementales, toujours. Les appareils hautement technologiques modernes, leur construction repose souvent sur l'extraction de l'obtention de minerais, de matières premières qu'on trouve rarement, sinon jamais, sur une zone géographique assez circonscrite. C'est pour ça qu'en fait il y a une division internationale du travail. Aujourd'hui, on obtient certains matériaux dans certains pays, ils sont envoyés dans d'autres pays, et c'est grâce au commerce international qu'on peut fabriquer un téléphone portable ou même un panneau solaire, parce que en fait, pour reprendre l'exemple du téléphone portable, parfois c'est en très petite quantité, mais il faut quand même des matériaux, du coltan, de l'or, qui seront extraits en Afrique, qui seront extraits en Asie et qui seront envoyés en France, etc. Donc toute cette division internationale du travail, il y a à peu près aucune chance pour que ce soit organisé de manière démocratique. C'est des systèmes trop complexes pour que ça puisse être organisé de manière non hiérarchique. Demandez aux gens s'ils ont déjà essayé de s'organiser de manière démocratique à l'échelle de juste des fois d'une maison. Ils vont voir à quel point c'est difficile. Alors, à l'échelle d'un village, ça va être déjà vachement difficile. On voit que les expériences de démocratie assaillant, etc., c'est compliqué. Et donc, si déjà à l'échelle d'une maison, d'une famille, c'est difficile de s'organiser de manière démocratique, qui plus est d'un village,
il y en a qui vont penser que c'est possible d'organiser le monde entier, tous ensemble, de manière démocratique, des pays entiers, des nations, avec les systèmes technologiques, etc. On va tout réussir à faire. Grâce à Internet. Oui, on va faire des assemblées à 6 milliards, on va tous discuter en même temps, ça va être super. Et voilà, donc c'est juste ridicule. Et du coup, voilà, donc c'est tous les appareils hautement technologiques étant à peu près dépendants de ce système qui permet de transférer des minerais ou des matériaux d'un pays à l'autre, d'un bout du monde à l'autre, etc. Faire ça de manière démocratique, c'est juste pas possible. Outre que ça détruit la planète et que donc ça repose sur des infrastructures qui sont elles-mêmes, on sait que 90% des marchandises échangées dans la civilisation passent par des immenses cargos ferries qui polluent énormément. La seule existence des systèmes routiers est extrêmement dommageable pour l'environnement. Les routes fragmentent en fait les écosystèmes et donc nuisent à tous les êtres qui y vivent. Parce que si on voit un truc impressionnant, c'est de regarder les cartes satellites du réseau routier en Europe. On se rend compte qu'il y a des routes partout, le territoire est saturé de routes, et en fait il y avait des études qui montraient qu'il n'y avait plus de vraies forêts du tout en Europe, dans le sens où qu'on se trouve en forêt, on n'est jamais à plus de 600 ou 700 mètres d'une route. Il n'y a plus de vraies forêts, ou peut-être 1 kilomètre maximum. Alors oui, il y a nos routes, on a tout, avec que ce soit des pistes forestières ou des trucs, il y a des routes partout qui fragmentent les écosystèmes. Quand les marchandises, elles sont plus en bateau, elles arrivent sur un port, elles sont transportées en camion, il faut bien des routes, il faut des camions, etc. Enfin, toutes ces choses-là polluent. Donc en fait, tout le système hautement technologique, c'est une gigantesque machine à polluer et en plus qui implique des divisions du travail, et donc le capitalisme et l'asservissement des hommes, etc. Donc peu importe le bout par lequel on examine ce système, c'est un désastre à tous les niveaux, sur le plan social et sur le plan écologique. Je pense qu'on comprend bien que voilà, tu décides pas arbitrairement qu'en fait la technique en soi c'est mal, mais que tu regardes vraiment comment c'est fichu à l'intérieur et tout. Tu vas voir loin. Est-ce que néanmoins en fait certaines personnes t'ont déjà traité de technophobe par exemple? Oui, bien sûr. Bon, de toute façon aujourd'hui on est tous phobes de quelque chose, je pense. C'était je sais plus quel un écrivain qui parlait de cagophobe. On met tout le monde, on psychologise les choses, comme ça on n'a pas à discuter avec l'autre. S'il est phobe de la chose, c'est qu'il n'est pas rationnel et du coup il n'y a même pas besoin de débattre. Technophobe, oui. Technophobe, on nous a déjà traité de technophobe, mais en fait le problème c'est que je sais pas si on devrait se réclamer de la technophobie juste pour les emmerder ou juste si on devrait expliquer que non, comme je viens de te le dire, il y a... Pour reprendre la terminologie de Mumford, il y a technique démocratique et technique autoritaire. On n'est pas du tout opposé aux techniques démocratiques. Au contraire, on est pour les techniques démocratiques. On considère qu'il faudrait que nos sociétés se basent uniquement sur des techniques ou des technologies simples et qui sont compatibles avec une organisation démocratique. Donc on n'est pas contre toutes les technologies, juste celles qui appellent des systèmes autoritaires. Est-ce que, par exemple, toi, il y a certaines techniques avec lesquelles tu as un rapport intime et que tu aimerais emmener du coup dans ce monde-là ou que tu emmènes dans ta vie avec toi? Quelles sont les techniques que tu aimes? Alors les techniques que j'aime, c'est compliqué parce que moi j'aime bien lire et que j'ai des doutes sur le caractère démocratique du livre en tant que produit technologique, parce que la presse, le papier, l'industrie du papier, enfin tout ça c'est des choses qui sont sans doute pas compatibles avec la démocratie, mais faudrait que tu développes un tout petit peu, parce qu'on imagine qu'au contraire le livre, diffuser le savoir, c'est l'émancipation. C'est l'émancipation, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les peuples qui ne lisent pas ne sont que des arriérés sauvages, et idiots et abrutis dans leur savane. Déjà, archéologiquement, il serait important de rappeler que l'écriture arrive en même temps que l'État et que c'est pas juste pour émanciper les gens. Au contraire, c'est pour faire des livres comptables et pour les asservir. Et du coup, dans la lecture, l'écriture, l'imprimerie, il n'y a rien de démocratique intrinsèquement là-dedans. Jacques Ellul faisait remarquer que savoir lire ou écrire, c'est absolument pas gage d'émancipation. Au contraire, les gens pourtant sont au courant qu'il y a eu des régimes, par exemple le régime soviétique, basé sur la propagande. Les gens savaient lire et écrire, mais c'était juste pour apprendre la propagande et la répéter.
Je pense que c'est à peu près la même chose dans nos sociétés développées. Mais non, sinon de manière très prosaïque, qu'est-ce qu'il faut ? La question c'est qu'est-ce qu'il faut pour produire en masse des livres ? Ce serait assez fastidieux, je pense, de lister les industries qui sont liées à l'industrie du livre, mais rien que l'industrie du papier, c'est un sacré désastre. Ça nous renvoie aux plantations industrielles d'eucalyptus au Portugal ou au Brésil, qui sont des désastres environnementaux. Bon, la liste est longue. Est-ce qu'on pourrait fabriquer des livres de manière démocratique dans des petites sociétés à échelle humaine ? Peut-être. Ce ne seraient pas du tout les mêmes livres. Ils seraient sûrement beaucoup plus longs à produire, mais peut-être qu'au moins on aurait des livres de qualité, donc ce serait bien. Donc c'est ça que t'emmènes avec toi en dépassant la civilisation Et ouais, ça fait partie. C'est un amour compliqué. Oui, après je pense pas du tout que le livre soit essentiel. C'est effectivement aujourd'hui c'est un support très intéressant et très utile pour transmettre des idées, partager, etc. Mais je pense que les peuples qui n'avaient absolument aucune tradition écrite, qui n'utilisaient pas l'écriture, qui n'avaient que l'oral pour transmettre leur culture, pour vivre, c'était pas du tout un problème. Au contraire, moi je suis toujours impressionné de voir à quel point ces gens-là, du coup, étaient en mesure d'apprendre et de connaître par cœur une quantité de choses que moi je serais tout à fait incapable même on peut penser à l'Iliade et l'Odyssée qui est issue de la culture orale. En fait, l'Iliade et l'Odyssée, c'est comme un livre assez épais. Et l'idée, c'est qu'en fait, à l'époque, les gens savaient ça par cœur. Voilà, ils pouvaient réciter le livre. Aujourd'hui, on serait tous incapables de faire ça. Pourtant, la lecture, tout ça. Le livre, est-ce que c'est une technologie démocratique ou non ? C'est une vaste question, mais en tout cas, c'est pas une technologie essentielle. Et je pense que au quotidien, moi, dans mon quotidien et dans le quotidien de la plupart des gens, on n'utilise quasiment aucune technique démocratique. Toutes les technologies dont on est dépendant aujourd'hui et qu'on utilise sont des technologies autoritaires. Alors, tu es traducteur, tu as traduit le livre de Peter Gessler-Loos, Comment la non-violence protège l'État, aux éditions Libres. On trouve que c'est un livre vraiment essentiel et on va sûrement faire une fiche de lecture sur le blog Floraison pour toutes les personnes qui ne l'ont pas encore lu. Ce livre et d'autres, qu'est-ce qui te plaît en fait dans le fait de traduire et quelles ont été tes traductions préférées ? Alors, ce qui est plaisant dans le fait de traduire, c'est pas le fait de traduire en soi, c'est plus de réussir de rendre des idées, des connaissances, des analyses, des perspectives disponibles à des personnes qui ne parlent pas la langue d'origine de la dite perspective ou de la dite analyse. Du coup, voilà, on veut faire connaître des idées, des perspectives, donc on les traduit pour que ça puisse être disponible. En tout cas, moi je traduis de l'anglais vers le français, donc pour que ça puisse être disponible pour les francophones. Les livres que j'ai préféré traduire, je pense que j'ai préféré traduire, et en fait je l'ai traduit aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait que je revoie ma traduction, mais le livre sur les zoos de Derrick Jensen était un livre très intéressant à traduire, et pour l'instant c'est une de mes traductions préférées. Je crois que le titre français c'est On a mis Zoo, le cauchemar de la vie en captivité, je crois. Pourquoi celui-là ? Parce qu'il apprend, en fait, avec juste l'angle du zoo, Derrick arrive à montrer comment la civilisation est une nuisance dans son ensemble, en fait, en expliquant, en montrant, en rappelant aussi que les faits archéologiques témoignent du fait qu'en fait le concept du zoo est lié à celui de civilisation. En fait, il y a eu des zoos dans les grandes civilisations, c'est dans les villes, c'était des animaux exotiques qui étaient amassés pour le sultan, le roi, peu importe, la caste dirigeante en tout cas. Et du coup, qu'en fait, zoo et civilisation sont liés, et que ça montre en fait à quel point la civilisation est irrespectueuse du monde naturel, à quel point elle a toujours été synonyme de on dévaste, on pille, on exploite, on asservit et on réduit au rang de ressources ou d'amusement les animaux exotiques, les animaux sauvages, les grands animaux. On les fait s'entretuer avec des pratiques vraiment des pratiques horribles des fois.
des jeux horribles. Ça me fait penser, par exemple, des gens très très civilisés en Californie dans les années 1870 organisaient des combats entre je crois des ours et des taureaux. Ils capturaient un ours et un taureau, ils s'étaient tous assis sur des sièges très confortables dans une belle arène, dans un beau bâtiment civilisé, et ensuite l'ours était poussé à se battre contre le taureau. C'était un combat à mort, et aujourd'hui il n'y a plus beaucoup d'ours. Et du coup c'était un livre très intéressant à traduire. Voilà. J'ai appris récemment que les lions d'Europe ont disparu aussi à cause des jeux comme ça, les Romains. Ouais, les lions, il y avait des lions en Europe, en Grèce en tout cas, dans certains endroits a priori. Ouais. Et des livres que tu aimerais traduire prochainement? Je suis en train de traduire un livre d'un anthropologue marxiste. Le titre anglais c'est Inventing Western Civilization, mais en fait on pourrait traduire ça par l'invention de la civilisation, parce qu'en fait c'est justement un livre sur la notion de civilisation, dans quel contexte elle est née, qui a parlé de ce mot, quelles critiques ont été formulées, et voilà, donc c'est un livre qui s'inscrit bien dans la perspective critique de la civilisation, anti-civ, qui devrait sortir, je sais pas, d'ici la fin de l'année. Et ensuite j'aimerais bien pouvoir traduire d'autres livres de Derrick Jensen, notamment Endgame, qui me plaît beaucoup. Mais t'as commencé à traduire un petit peu? Oui, on a quelques passages qui sont traduits. Ouais, d'accord. Qui sont sur... il y a quelques extraits disponibles sur le site Le Partage, effectivement. D'accord. On mettra des liens de toute façon. Des livres que t'as pas traduits, ou des écrits, ou des articles, mais pour quelqu'un qui s'intéresse à ces sujets, qui aimerait aller plus loin, par où commencer? C'est quoi le meilleur livre, par exemple, pour commencer? Ça va dépendre d'où on part, évidemment. Si on a déjà une sensibilité anarchiste... moi, j'ai envie de conseiller La liberté dans un monde fragile de José Ardillo aux éditions L'Échappée, qui est un petit livre qui montre bien... L'auteur est lui-même issu du milieu anarchiste, et donc en fait il propose une critique de la théorie anarchiste ou du corpus anarchiste traditionnel, mais une critique donc en tant que membre, en tant qu'anarchiste lui-même. Donc c'est une critique qui n'est pas hostile, c'est une critique pour essayer de faire avancer l'analyse anarchiste. Et donc il essaye de montrer en quoi l'anarchisme est lui-même issu de la société des Lumières, de la société qui croyait au progrès, qui croyait que le développement des forces productives était une bonne chose, et donc il montre en quoi on peut dire que c'est des erreurs, et il essaye de dégager l'analyse anarchiste la plus lucide par rapport à notre époque et notre contexte à nous. Ok, donc La liberté dans un monde fragile. Ouais. Peut-être émerger un mouvement naturien, c'est ce que tu aimerais... voilà, essayer si jamais on pouvait reprendre le flambeau que nous ont laissé les anarchistes naturiens, qui avaient vraiment une très belle analyse de la situation, une très belle perspective. Ceux qui sont intéressés, il y a un petit livre paru aux éditions Le Passager clandestin, dans la collection les précurseurs de la décroissance, sur ces anarchistes naturiens, qui est préfacé par François Jarige. C'est vraiment un tout petit livre, je crois qu'il coûte genre 8€, il fait juste 80 pages ou 100 pages, et qui présente assez bien la perspective de ces gens-là, et donc ceux que ça intéresse, il faut essayer de se le procurer, c'est un bon livre. Bon je pense qu'on va finir sur ça. Merci pour tous ces conseils, Nicolas, merci pour... de rien. Merci à toi, Lorenzo. À bientôt, bon courage pour tout ce que tu fais. Merci, toi aussi. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Partagez-le s'il vous a plu. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Vous retrouverez toutes les références des livres cités par Nicolas dans l'article associé sur le blog Floraison. Alors moi, ça m'a donné envie de lire encore plus d'ouvrages sur la critique de la technique, de la civilisation, des énergies. De toute façon, on en parlera sur le podcast Floraison, un podcast pour une culture de résistance écologiste, libertaire, féministe et antiraciste. Vive la liberté et vive l'anarchie. But when people fight, that is something. It does grab the attention, and it should, because it's real stuff.
it isn't just this symbolic game of, oh, it makes me feel good, I have my sign and stuff. Well, I don't care about that. If it was not ineffective, I would much rather have a nice, polite, peaceful, nobody is put in danger, nobody gets hurt, nobody gets arrested, nobody gets hit on the head by a cop, and not even a window is broken. Ideal, except it doesn't work that way. Il faut pas oublier que la première des violences, c'est celle que mon frère a subie. Aujourd'hui, la France est dans un délit de justice. On n'a pas le droit, on n'avait pas le droit de tuer mon petit frère. Mon frère n'avait pas le droit de mourir le jour de ses 24 ans. Ça fait 2 ans que mon frère a été tué. Les gendarmes n'ont toujours pas été mis en examen. C'est cette violence-là qu'il faut dénoncer. La violence appelle à la violence. Nous sommes devant les systèmes les plus puissants qui sont l'État et la justice qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré, qui ont fait des soldats malgré nous. Qui ont fait des soldats malgré nous. Our planet is dying. Actually, she's being drawn and quartered. We are on the verge of complete biotic collapse. And that is 500 million years of evolution gone. We are out of soil, we are out of species, and we are out of time. We really need to start thinking like a serious resistance movement, because this is a war. I know it's been going on 10,000 years. It feels like daily life. The lights are on, the cupboards are full, but this is a war. And if anyone is left to look back 100 years from now, they are going to wonder, what the fuck was wrong with us? That we didn't fight like hell when our planet was going down. Now you love something or you wouldn't be here. Whatever you love, it is under assault. Love is a verb. We've got to let that love call us to action.